Pour cette deuxième journée, dont la thématique est vivre avec un problème de santé mentale, de la souffrance à l'espérance, cette dernière table ronde avec nos grands témoins. Alors je vais les présenter. Donc Marie-Hélène Aubert, qui est vice-présidente du conseil départemental des Yvelines. Le docteur Laurent Elgozi, chirurgien maire adjoint de Nanterre et président de l'association Élus Santé Publique et Territoire. Jean-Baptiste Fabre-Falleret, qui est chef d'entreprise, on va en parler aussi parce que votre regard est intéressant. Vous êtes courtier maritime aussi, c'est ça. Mais vous n'allez pas nous mener en bateau, j'en suis sûr. Et ensuite, c'est une belle aventure. Oui, tout à fait. Et ensuite, le professeur Pierre-Michel Lorca, vous êtes professeur de psychiatrie et responsable du centre expert schizophrénie dont on va parler. Voilà. Alors, c'est toujours difficile les fins de journée parce que soit on redit ce qui a été dit et on se dit mais ça on l'avait compris, soit on met en avant quelque chose qui vous est cher ou qui mérite en fait qu'on revienne sur un point particulier. Alors déjà, est-ce que vous pensez qu'on a répondu vraiment à la question vivre avec un problème de santé mentale, de la souffrance à l'espérance? Est-ce que vous trouvez que les réponses au cours des tables rondes ont été satisfaisantes, les témoignages suffisants? On se parle très librement. Moi, j'ai trouvé dans la première table ronde d'abord que il y avait un abîme quand on est quelqu'un qui accompagne une personne en difficulté. Il y a un abîme de problèmes qui se révèlent et on a vu qu'il y avait des problèmes de diagnostic, que ça pouvait prendre énormément de temps. Et en même temps, une réponse pour trouver le diagnostic, c'était de dire les mots. Mais en même temps, il y a une contradiction Et quand on est aidant, j'ai trouvé que la question se reposait en les écoutant. Comment est-ce qu'on peut retrouver l'espérance au moment où on fait face à cette difficulté? Oui, il faut parler devant, c'est ce que me dit Annick en faisant des grands signes derrière. Oui, effectivement, donc déjà savoir nommer les choses et savoir de quoi on parle. On est interpellé d'ailleurs, je crois que c'était hier, docteur Elgozi, je ne sais plus si c'est ce matin ou hier, c'était sur une personne qui disait mais appelez la schizophrénie. C'était ça. Alors bien sûr, la seule chose c'est qu'on ne parlait pas que de la schizophrénie, donc la difficulté c'est aussi de prendre un mot pour tout dire. Il faut être capable de l'identifier et aussi de savoir de quoi on parle. Alors, effectivement, les mots c'est important parce que ça qualifie, comme ça on sait de quoi on parle, et puis aussi les parcours. Moi ce que je trouvais intéressant c'est les parcours de chacun, oui ça pleut, et que effectivement il y avait une richesse dans ces parcours, et surtout le terme espérant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi au début je me dis c'est un peu religieux, c'est pas tout à fait le même domaine, mais c'est en fait la continuité, c'est le dire il y a un lendemain, on n'est pas là une fois pour toutes, catalogué, etc. Je parle sous votre contrôle, je vous en prie. Non, simplement deux choses, hein. Premier élément, nommer les choses, c'est extrêmement important, sauf que malheureusement dans le domaine de la santé mentale les mots sont galvaudés. Le gouvernement, les hommes politiques sont fréquemment schizophrènes, on devient fréquemment parano, on est toujours déprimé. Alors, en fait c'est des mots qui qualifient des maladies et en fait qui qualifient des choses sur lesquelles on pense avoir une connaissance triviale qu'on n'a pas. Donc en fait, c'est vraiment un authentique problème, et il y a eu tout un mouvement, par exemple pour ce qui concerne la schizophrénie, de faire disparaître le nom de schizophrénie. C'est un mouvement qui a été un mouvement international, qui a eu un effet qu'au Japon, où ils ont changé le nom, fait disparaître ce nom pour en proposer un autre. Et en fait, c'était une vraie question. Sauf que c'est pas une question qui est simple à traiter, parce que les mots, ils existent, ils ont un sens dans la société, et en fait, on a un problème autour de cela. Et c'est pas simplement que les médecins hésitent à utiliser ces mots, ils hésitent. Les médecins, on a souvent parlé, moi dans les tables rondes j'ai entendu, c'est des psychiatres, une sorte d'entité particulière, mais le psychiatre c'est des gens d'abord. En fait ils sont soumis aux mêmes a priori, aux mêmes limitations, aux mêmes représentations sociales que les autres. Et on apprend quand on est psychiatre que les maladies mentales c'est parfois péjoratif, etc. Et donc en fait on a de la peine, on a l'impression qu'on a un savoir qui nous permet de dépasser ça, mais le savoir permet rarement de dépasser ses émotions, et c'est un élément quand même qu'il faut prendre en compte. Je n'ai pas dit jamais, j'ai dit rarement, je vous vois opiner. Je suis prudent. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, vous avez parlé d'espérance, je crois qu'il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises aussi, c'est la notion d'optimisme. Oui. Et moi je trouve que la notion d'optimisme est extrêmement importante, parce qu'effectivement il y a de nombreux parcours de vie qui montrent que
la maladie. Alors on a tendance ça se prête à ça, mais il y a plein de gens qui vivent avec leur maladie psychique d'une façon qu'on ne connaît pas. Quand on est hospitalo-centré, on ne voit que les cas les plus graves. Quand on accompagne des gens extrêmement handicapés, et c'est très important. Mais par ailleurs, on passe à côté de tous les gens qui, ça a été dit à plusieurs reprises, trouvent leur propre solution. Trouvent leur propre solution en dehors de système. Et ça ne veut pas dire que c'est merveilleux, ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas, ça veut dire quand même que c'est possible. Et qu'en fait, cet optimisme, il doit naître de cette idée-là. C'est qu'il y a plein de gens qui trouvent leur propre solution eux-mêmes, avec leur entourage, etc., en dehors des systèmes. Et malheureusement, moi, mon travail, c'est de travailler dans un hôpital où je vois les cas les plus graves. Donc c'est une réalité, c'est des gens dont il faut s'occuper. Mais je sais aussi qu'il y a des gens que je ne vois plus, puis que je revois des années plus tard, et puis qui vont bien, et puis je me dis, ben voilà, juste ils vont bien, quoi. Et peut-être qu'à un moment donné, j'ai accompagné leur parcours, mais à un moment donné, ils sont sortis de ça, mais ils ont trouvé des moyens qui sont les leurs. Donc je peux me revendiquer de les avoir accompagnés pendant une période, mais une vie, c'est long. Et on n'accompagne pas tout le monde toute une vie. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, et c'est cette notion d'optimisme que je trouve importante et qu'il faut partager. Parce que la maladie mentale, c'est trop associé à cette notion dépressogène, on va dire, qui entraîne vraiment et on a eu beaucoup de témoignages. Et de dangerosité aussi. Exactement. Ça c'était dit, mais ça c'est malheureusement... moi j'avais proposé qu'on éduque, j'ai un fils journaliste, donc je veux dire, j'ai une relation très compliquée avec ça, dans une chaîne d'information continue, et en fait, mais une chaîne télévisée d'information continue, bientôt en vente, et en fait, j'avais proposé à l'école de journalisme qui a fait qu'on fasse une formation aux journalistes sur la santé mentale et les a priori qu'ils avaient. Donc ça s'est mis en place à Lille notamment. Ouais. Et c'est très important parce que je pense que les journalistes n'ont pas vocation à devenir des spécialistes de la santé mentale, mais en tout cas ils ont vocation à identifier les lieux communs qu'ils peuvent véhiculer pour essayer de contrôler ça. Alors après, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais on peut faire appel à leur éthique et intégrité professionnelle pour essayer de modifier un peu ce curseur-là. Et je pense qu'on a parlé aussi de formation et d'éducation. L'éducation, c'est l'éducation de tous. Oui. Et je pense que ça, c'est important. Oui, tout à fait. Absolument. Autour de la dangerosité. Oui, mais bon, c'est aussi dû vraiment policier, etc. Non, mais la réalité, c'est que les patients qui souffrent de maladies mentales sont victimes et sont très peu criminels. On a des taux qui sont extrêmement faibles. Par contre, ils sont beaucoup plus victimes que le reste de la population. Et en fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que les gens qui souffrent de maladies mentales sont beaucoup plus vulnérables à la violence au sens large, violence sociale, mais pas que, violence individuelle. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. On a tout un tas de statistiques. Et violence contre eux. Contre eux. C'est pas leur dangerosité qui est en jeu, à mon avis, de manière collective, c'est leur vulnérabilité. Et ça, on l'oublie tout le temps. Parce que pour deux histoires dramatiques, qui sont dramatiques, d'histoires humaines épouvantables, on a des dizaines d'histoires dont on n'en a jamais parlé. Oui, bien sûr. Un patient qui se fait agresser, je ne pense pas qu'on l'entende en boucle sur France Info ou autre, ou iTélé ou BFM ou ce que vous voulez. Si c'est François Hollande, oui, mais sinon, non. J'ai dit un patient. Bon. Voilà, donc en fait, je pense que c'est des éléments importants, quoi. Il faut garder ça en tête, et tout ce qui a été dit aujourd'hui sont des témoignages sur vraiment le vécu et qu'il faut relayer pour essayer d'avoir de l'optimisme et de montrer que justement la réalité, elle n'est pas celle douloureuse qu'on peut avoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire, qu'il y a de nombreuses choses à faire, mais il y a aussi des éléments qui sont positifs. Bien. Alors, il y a quelque chose qui, moi, m'a étonné. Là, je m'adresse à vous en tant qu'élus locaux. Les élus ont une bonne image. Si, en tout cas, non, en disant non mais ils bossent, en tout cas, ça les intéresse, ils sont dans leur tissu, et bon, non, c'est pas ça. Mais en revanche, il y a un déficit d'image pour l'État. C'est-à-dire que bon, on a l'impression que c'est pas la même chose, et pourtant, il y a quand même un lien entre les deux. Enfin, je veux dire que ce sont des structures d'autorité, des structures de décision, des structures d'attribution, en termes de budget, en termes de propositions, etc. Comment vous analysez ça, vous Est-ce que vous aussi, Non, je ne sais pas, c'est une question... Je laisserai les spécialistes terminer. Vous êtes deux spécialistes, là, oui. Je pense qu'il y a un amalgame dans la tête du public entre l'État, à proprement parler, et l'institution du conseil départemental qui accompagne au niveau médico-social. Mais on travaille
en partenariat très étroit avec l'Agence régionale de santé, puisque c'est souvent, pour les maladies psychiques ou autres, une alliance du soin et du médico-social dans les établissements ou dans les accompagnements, quels qu'ils soient, personnalisés. Je reviens une seconde, si vous permettez, et je redonnerai la parole à mon collègue tout à l'heure sur votre première question sur le thème de la journée, de la souffrance à l'espérance. Je trouve que le déroulé de la journée collait parfaitement à ce thème, puisqu'on est parti d'une souffrance. Moi, j'ai été très touchée ce matin par les souffrances des familles. Ouais. Alors, les souffrances des familles, quand on a un enfant handicapé, c'est la maladie psychique et c'est aussi une autre forme de handicap. Là, on a senti que c'était particulier parce qu'on perdait le contact avec son enfant. Parfois, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et puis, on est passé progressivement avec les résidents qui ont fait part de leur souffrance et qui ont aussi fait part de leur courage et de leur volonté de s'en sortir. Et on a vu qu'il y en avait qui réussissaient très bien et qui avaient une possibilité de s'en sortir. Et puis, en fin de journée aussi, les professionnels du médico-social nous ont aussi laissé une porte d'espérance en disant qu'il y avait des solutions autres, des solutions innovantes qu'il fallait inventer. Et je pense notamment aux femmes de M. Toulek, qui disait que quand il est entré dans son établissement, il y avait 10% des résidents qui sortaient seulement, et qu'aujourd'hui, 8 ans après, il y en a 80% qui sortent. Ça aussi, c'est une grande source d'espérance. Bien sûr, bien sûr. Il y a quelque chose, je vous en prie, si vous voulez nous dire... Par rapport à votre question, oui. Là, c'est l'idée que les gens se font des élus nationaux, c'est quand même beaucoup d'ignorance. Et c'est aussi, comme pour les malades psychiatriques, la mise en évidence par les médias, on va taper sur les médias, il n'y a pas de raison, des drames, on met en évidence les drames, les scandales, et ça façonne l'opinion publique. Bon, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, je ne suis pas sûr. À l'inverse, les élus locaux, ils sont dans la proximité, on peut aller les trouver, on est dans nos permanences, que ce soit départementales ou municipales, en permanence au contact avec les gens dans leur vraie vie. Et on peut dire que toutes les difficultés de vie des gens, et a fortiori lorsqu'il y a un trouble psychique, arrivent sur la table du maire ou des élus. Voilà, on a parlé tout au long de la journée, mais ce qui fait la souffrance de ces personnes, c'est l'isolement, c'est les difficultés dans le logement, l'accès au travail, la formation, le lien, l'isolement. Bon, c'est tout ça qui enferme et qui fait souffrance. Et à l'inverse, ce qui fait espérance, c'est aussi ce qui a été dit dans la journée, c'est tout ce qui permet d'en sortir. Et on l'a montré tout au long de la journée, ce qui permet d'en sortir, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que quand la société est ouverte, quand la société est moins stigmatisante, quand la société met en place des dispositifs sanitaires, de soins bien sûr, mais peut-être surtout médico-sociaux et sociaux, et pas simplement médico-sociaux, c'est-à-dire pas simplement enfermés dans des cadres administratifs, mais quand la société s'ouvre, devient, comme disait Émile Durkheim, dans Le Suicide, qui date de 1800, je ne sais pas combien, enfin donc il y a 150 ans, dit dans une société... je ne sais pas quoi est vivace, il y a une solidarité de tous à chacun et de chacun à tous qui fait que chacun, lorsqu'il est atteint d'un trouble psychique, peut trouver dans la société, dans son voisin, qu'elle soit organisée ou pas organisée, une solidarité qui lui permet d'en sortir. C'est ça l'espérance. Et ce qui a été montré tout au long de la journée, c'est que c'est de cette solidarité de proximité que peut naître l'espérance et qu'on peut en sortir et passer de 10% à 80%. Et c'est le logement, c'est tous les dispositifs. C'est pour ça que moi je suis extrêmement attaché au fait que les collectivités territoriales doivent s'intéresser à la question de la santé mentale. Tous ces dispositifs sont des dispositifs qui sont à la main des élus locaux. Encore une fois, le logement, le travail social, les services... Si. Ça a été évoqué tout à l'heure par Carmen de la Valois, je crois, qui cherche une commune pour monter telle ou telle structure.
Qui va donner l'autorisation sinon le maire? Et comment on fait quand le maire ne donne pas l'autorisation? Comment on fait quand le maire dit ce serait tellement mieux dans la ville à côté, Madame de la Valois? Qui donne l'autorisation? Et c'est pareil pour l'ensemble des services. Je veux dire, l'espérance, c'est précisément de pouvoir être... Alors, vous n'aimiez pas hier le terme citoyenneté, moi j'y tiens beaucoup, c'est d'être citoyen comme tout le monde, citoyen à part entière. C'est galvaudé. Oui, c'est galvaudé, mais c'est comme... Enfin, les mots, il faut leur redonner leur sens. Citoyenneté, ça veut dire qu'on fait partie de la cité, qu'on a droit qu'on a droit à accéder à tous les services, à tous les biens de la cité. Et qu'on a le droit de dire, de participer aux décisions. Ce qui a été dit à propos de la pérédance, lorsque les usagers de la psychiatrie prennent le pouvoir, voilà, c'est le mouvement de démocratie en santé, lorsque les usagers de la psychiatrie deviennent pères aidants, deviennent formateurs, on fait avec le psychom qui est juste là derrière, des formations d'élus dans lesquelles il faut intervenir des malades, des anciens malades, des malades rétablis, des personnes qui aujourd'hui vont bien et sont capables de parler aux élus de leur vie, de leurs besoins, de la manière dont ça doit être fait, mais qui demain seront peut-être à l'hôpital psychiatrique chez M. Lorca. Bon, quand on fait ça, on change le regard des gens. On change, et ce serait vrai aussi pour les journalistes, d'ailleurs, il faut qu'on fasse des formations pour les journalistes, on change le regard de la population, on fait reculer la stigmatisation et on permet aux gens, quelles que soient leurs difficultés, leurs handicaps, passagers, temporaires, permanents, quelle que soit leur souffrance, on leur permet d'être un peu mieux accueillis et donc, je pense qu'on contribue à ce qu'il y ait un peu plus d'espérance. Alors, je vous en prie, professeur Lorca, et ensuite Jean-Baptiste Fabre de Faleret et vous-même. Voilà. Dans l'ordre. Oui. Non, simplement pour revenir à quelque chose là qui vient d'être débattu, je pense qu'il y a vraiment, on vit dans un pays qui est très centralisé, très organisateur sur le territoire. C'est vrai que le mouvement de décentralisation, et en particulier les ARS, on avait deux objectifs. Premièrement, un objectif de décloisonnement du sanitaire et du médico-social. Il ne faut quand même pas l'oublier parce que c'était quand même essentiel, ça a été dit, et c'est structurellement en train de se faire, y compris financièrement. Ce qui est vraiment très important, ça a été quand même un changement. C'est compliqué à mettre en œuvre, c'est difficile, etc. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'était quand même un mouvement de l'État et d'une modification et de donner à la fois le pouvoir de décision et les moyens sur des zones, des aires géographiques. Ça, c'est important. Mais en même temps, il a été beaucoup dit que tous les patients sont différents, il faut individualiser les choses. Et en fait, l'objectif, c'est quand même que dans ce grand mouvement général d'ordonnancement, justement, les niveaux locaux, que ce soit les professionnels, mais que ce soit exactement les autorités en charge d'eux, puissent permettre des ajustements spécifiques. Et il a été dit tout à l'heure qu'on a besoin d'innovation. On a besoin d'innovation financée pour pouvoir tester des choses. Après, on a un problème en France, c'est quand on teste, on pense que ça restera toute la vie et que ça disparaîtra jamais. Il faut accepter aussi que les professionnels acceptent que quand on teste quelque chose, si au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne fonctionne pas, on accepte de passer à autre chose. Ce qui est quand même un vrai problème parce qu'on a une culture qui n'est pas dans ce sens-là. Et le milieu associatif est souvent une variable d'ajustement pour l'État par rapport à ça, ce qui n'est pas une très bonne chose, parce que couper les subventions aux associations, c'est pas compliqué, ça peut faire des dégâts. Et c'est ennuyeux, mais par contre, il faut aussi qu'on soit, nous, professionnels, conscients que les choses peuvent avoir un début, une fin, et avoir ces éléments-là. Donc c'est important, ce qui a été dit, de réfléchir à la fois dans le mouvement global au niveau de notre nation, qui est quand même très organisé. On a dit qu'on manquait de psychiatres. La France, c'est juste après la Grèce, le pays qui, en France, en Europe, a le plus haut ratio de rapport entre le plus bas ratio, si on prend le rapport comme ça, entre la population et le nombre de professionnels de santé mentale. Pour vous donner un ordre d'idée, on est 13 000 psychiatres en France. Dans le Royaume-Uni, ils sont 2500. En Allemagne, ils sont 7 000 et quelques. On a un tout petit problème d'organisation, on va dire ça comme ça. Je n'en dirai pas plus, c'est une autre histoire, mais en même temps, c'est juste pour dire qu'on a quand même véritablement des moyens et que l'optimisation des moyens fait partie des choses. Et par contre, qu'on soit vraiment sur des niveaux de proximité pour essayer d'individualiser les stratégies qu'on met en place pour les individus, pour les spécificités des individus, je pense que c'est essentiel. Et il faut qu'on puisse travailler comme ça. Après, on doit tous admettre un certain nombre de limitations. Jean-Baptiste Fabre, oui, pour répondre à tout ce qui a été dit sur les normes et le problème des élus par rapport à ce qu'attendent les administrés ou les médias par rapport à la stigmatisation, à chaque fois qu'on doit répondre à un problème
qui touche le plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire les élus avec la population. Quand on parle de droit, de citoyenneté, on est obligé de répondre à des normes pour toucher le plus grand nombre de personnes. Un journaliste, il doit faire un peu de l'émotion pour pouvoir vendre son papier, sinon il n'existe pas. Et là, il y a une contradiction avec ce que les associations et tous les aidants essayent de faire pour les personnes malades, à savoir répondre à une problématique individuelle de la personne accompagnée. Et là, c'est là où toutes les associations ont un rôle énorme, c'est de pouvoir faire rencontrer un peu ces difficultés et pouvoir également limiter justement ce trou que les institutions n'arrivent pas à combler. Oui, bien sûr. Voilà, donc la norme a un rôle important pour le plus grand nombre, mais à un moment, elle a sa limite aussi. Il faut que chaque individu l'accepte pour son action. Je vous en prie. Je voudrais revenir sur l'égalité des droits des chances que vous évoquiez tout à l'heure. Moi, depuis que je suis plongée dans ce monde du handicap, que j'ai appris à découvrir depuis un an, depuis que je suis en charge de cette délégation, et tout au long de cette journée, ce qui m'a frappée, c'est la non-reconnaissance de la maladie psychique, la méconnaissance de la maladie psychique et la stigmatisation. Et la loi 2005, qui a levé des tabous, qui a déverrouillé plein de choses sur justement l'égalité des droits et des chances pour le handicap, on dirait que le handicap psychique est passé à côté de ça. Que le handicap moteur est bien reconnu, on fait de l'accessibilité, etc. Mais le handicap psychique, il est on n'en parle pas. Aussi, pardon pour oui, ben voilà. Et alors, est-ce que c'est du fait des personnes? Est-ce que c'est du fait de la société? C'est un autre débat. Mais je parlais tout à l'heure dans le public avec une de mes voisines qui me disait, mais l'accès au droit au logement, quand on a un handicap psychique, le handicap d'abord, dans le DALO, dans le droit au logement opposable, c'est pas un élément, c'est pas un droit pour être prioritaire dans le DALO. Donc, comment on fait quand on a un handicap psychique, qu'on est rejeté de toutes les structures, qu'on n'est pas assez handicapé pour un établissement, qu'on a une certaine capacité d'autonomie, mais qu'on a besoin d'être accompagné, qu'on a besoin d'un logement. 30% de SDF aujourd'hui qui sont atteints de maladies psychiques, on a beau mettre en place, l'État a beau essayer de mettre en place des places d'hébergement, on ne résout pas le problème. On aggrave. Oui, tout à fait, absolument. Il y a souvent de très mauvaises réponses, oui. Moi, je crois que ce que vous dites est important. Je crois que la maladie mentale fait peur. L'étrangeté que chacun d'entre nous porte en lui-même, on n'a vraiment pas envie de la voir. Et si on la voit chez les autres, on la rejette encore plus. Donc, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sinon, continuer à en parler. Dire un machin comme ça, là, sur la place de la Défense, ça sert à ce que la maladie mentale soit parmi nous, que les fous soient dans la ville, quoi. Je le dis de manière avec des mots brutaux, mais les mots, encore une fois, veulent dire quelque chose. Si on met à l'écart de la société tout ce qui nous gêne, on va peut-être se retrouver entre nous, ou plutôt on sera peut-être d'ailleurs dans ceux qui gênent, ceux qui seront autour de la table. Mais fondamentalement, la question, c'est quelle société on construit, avec qui. Le terme ensemble ou collaboration ou partenariat, ça a été utilisé X fois dans la journée, en particulier par les professionnels. On ne fait pas une société seule entre nous, on fait une société avec tous, et y compris avec ceux qui sont... pas pareil, par leur couleur de peau, parce que par leur comportement, par leurs propos, par leur cris et leur rage, mais c'est ça, faire société. Et il me semble, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, que le rôle des élus, c'est de faire société avec tous. Donc ça passe aussi par le travail sur la déstigmatisation, encore une fois, la formation des élus, la formation des journalistes, la formation de la population de manière un peu différente, la formation des professionnels. Moi je suis médecin, tout ce que je sais aujourd'hui, je ne l'ai pas appris à l'université, tant s'en faut. Heureusement, oui. Comment? Ah bon? Non. Il y avait quelque chose de très intéressant. Non, y compris une chose fondamentale. Encore une fois, j'ai été pendant 40 ans chirurgien hospitalier, chef de service, donc j'ai eu ce qu'on appelle des responsabilités. La parole des usagers, que ce soit en chirurgie ou que ce soit a fortiori dans le domaine de la psychiatrie,
Moi, j'ai jamais appris ça, et je dis aujourd'hui, je le dis chaque fois que j'en ai l'occasion, si j'avais su que la parole des usagers était finalement aussi importante que celle de mes patrons ou de mes collègues, j'aurais sûrement été un meilleur chirurgien, un meilleur médecin. Trop tard, donc j'essaye de transmettre simplement. Il y a quelque chose d'intéressant. Un témoin, c'est Monsieur Pinède, dans la table ronde, qui disait, bon, moi je suis schizophrène, etc. Donc, mais alors quand je suis dans le métro, je trouve que les gens sont extrêmement tristes et tout, et je me dis, ils sont pas bien. Donc j'ai trouvé ce décalage assez intéressant, parce qu'on revient à la norme, justement. C'est vrai que si vous commencez à sourire dans le métro, les gens sont extrêmement effrayés, quoi. Je vous dis, qu'est-ce qu'il va me faire? Oui, tout à fait. D'un autre côté, quand on est dans le métro, c'est une circonstance un peu stressante, peu agréable, dans laquelle il est difficile de se sentir parfaitement à l'aise. Oui, on n'est pas obligé de se marrer non plus. Après, c'est un truc. Malheureusement, c'est l'évolution de notre société. Je comprends très bien le positionnement, mais en même temps, si on regarde un peu, je dis ça parce que je trouve aussi intéressant de ce décalage que vous évoquez. Malheureusement, je pense qu'il y a une grande différence entre les difficultés quotidiennes qu'on peut avoir tous. Moi, je ne suis pas toujours heureux, etc. Bon, bien sûr, ouais. Et puis la maladie, qui est quelque chose qui est qualitativement, c'est pas du quantitatif. C'est ça qui est la complexité des choses. Un sujet qui est déprimé, il n'est pas triste. Il est déprimé. La tristesse, c'est un des éléments, mais la différence, c'est que quand moi je suis triste, si j'ai un ami qui vient me voir et qui me dit viens, on va boire un coup, j'irai boire un coup, je serai peut-être à nouveau triste ensuite. Ouais. Je suis capable de moduler. La maladie, c'est l'incapacité de moduler un certain nombre d'éléments de ce type-là. Et en fait, l'erreur de l'environnement, au sens large, c'est souvent de procéder par analogie. Ouais. Oh, t'as tout pour être heureux, il n'y a aucune raison que tu sois comme ça. La réalité, c'est que c'est pas de ça dont il s'agit. Ça veut dire que c'est un état pathologique. Et en fait, c'est important de distinguer des facteurs de stress, d'une vie qui est... Voilà, il pleut, enfin, je veux dire, ou des choses comme ça, ou des éléments, le métro, c'est affreux, ou je sais pas quoi. Ça, c'est un élément important, mais d'un autre côté, ça ne fait pas la maladie. La réalité de la maladie, c'est une souffrance intense, qualitativement différente, et il faut se garder de procéder trop par analogie. Parce que sinon, on banalise quelque chose qui a pour vertu à être appréhendé dans la société, mais dont il faut garder en tête que c'est, comme on l'a dit, associé à une souffrance extrêmement intense. Oui. Et qui n'est pas la souffrance qu'on peut réduire simplement en se disant « oh, c'est un peu comme moi ». Oui, c'est pas un peu comme moi. Oui, je veux dire. Et c'est vraiment important de faire la différence de cette façon-là. Donc je comprends ce qui était dit par rapport au métro, mais c'est juste pour souligner que tout le monde ne souffre pas de pathologie psychiatrique. C'est comme ça, et c'est très injuste, mais c'est comme ça. C'était intéressant aussi de voir dans les témoignages comme chacun a trouvé en soi l'énergie de pouvoir porter sa maladie et l'accompagner dans sa vie de tous les jours. Personne ne se satisfait de sa maladie, c'est ça aussi qui est intéressant. Il n'y a pas de complaisance, il y a une vraie souffrance, et il y a comment je fais, et en tout cas, il y a toujours... C'est vrai que ce mot espérance, comme vous l'avez redéfini, est intéressant, c'est quoi mon lendemain, comment je fais, parce que je ne peux pas. L'enfermement, c'est justement de ne pas bouger. Enfin bon, et c'est ce contre quoi on lutte. Enfin, la notion même de la possibilité même, et le mot de rétablissement, c'est quelque chose qui est, y compris pour les psychiatres ou pour tout le monde, c'est une question qui change la donne. Il y a une possibilité il n'y a pas d'enfermement définitif, quoi. Moi, je trouve que c'est... Mais la psychiatrie est une discipline médicale, en fait, ce qu'on oublie. Et en fait, les médecins pensent qu'on peut guérir. Mais la guérison, au sens de la définition du 19e siècle, c'est la restitution ad integrum, redevenir exactement comme on était. Et si j'ai une grippe, je ne reviendrai jamais comme j'étais. Ça ne veut pas dire que j'aurai un handicap derrière, ça veut dire que je suis modifié par tout ce que je vis. Et je veux dire, donc l'objectif, c'est pas de guérir, l'objectif, c'est de se rétablir d'un trouble qu'on a, quels que soient les moyens... qui soit visible ou pas visible. Et c'est ça qui est important. Et il y a un gros travail aussi parce que d'un point de vue éducatif, les médecins étaient éduqués à penser que certaines maladies étaient curables, d'autres pas curables. Ça change. Il y a beaucoup de donnes qui changent à l'heure actuelle dans la médecine et la psychiatrie fait partie de ce mouvement-là. Et on peut appréhender que tous les patients... Quand on apprenait la psychiatrie au début du XXe siècle, le terme qu'on utilisait, c'était pas schizophrénie, c'était démence précoce. C'était un processus démentiel qui atteignait des sujets jeunes.
On sait très bien que ce n'est pas une démence précoce, mais c'est ça que les gens ont gardé en tête. Oui. Donc forcément, une pathologie où il n'y a pas d'espoir, puisque de toute façon, c'est une évolution dégénérative. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que c'est des maladies dont on peut se rétablir, par rapport auxquelles on peut évoluer, par rapport auxquelles on peut garder un handicap, mais on peut vivre avec son handicap, et c'est très important, avec des variations, certains qui se rétablissent complètement. Moi j'ai un patient souffrant de schizophrénie qui est chirurgien. Il travaille. Et quand je dis ça, on dit c'est terrible, mais tu le dénonces pas au Conseil de l'ordre. Non, j'exagère en disant non, mais on m'a déjà posé la question. C'est ma responsabilité. Maintenant quoi, je suis pas du tout loufoque, hein, et je suis absolument responsable. Et c'est quelqu'un avec qui a fait plusieurs épisodes pathologiques, qui a été soigné, qui travaille dans le libéral. Et qui a une maladie qu'on peut qualifier de grave, il s'est rétabli des épisodes qu'il a présentés. On me dira, il est spécial. Il fait spécial, enfin, quand il a fait des épisodes de maladie, je peux vous assurer qu'il était malade. Je ne l'ai pas inventé, il est venu devant moi, il existe, il est soigné, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il va très bien, tant mieux pour lui. Mais c'est juste que c'est des choses qui existent. Donc effectivement, à côté de ça, il y a des patients qui n'arrivent pas à sortir de l'hôpital. Ils sont extrêmement intenses. Donc il y a cette palette-là. Donc il faut se dire que voilà, les choses valent toujours le coup de mettre tous les moyens en œuvre. Et ça, c'est super important pour tout le monde. Je vous en prie. Oui, il y a une palette, d'après ce que j'ai compris de ce handicap, il y a une palette de diagnostics différents, une palette de situations différentes. Et c'est là où sont le rôle des élus aussi, c'est d'accompagner et d'apporter des réponses différentes et personnalisées. On l'a entendu tout à l'heure quand il y avait la table ronde sur le social et le médico-social. Je pense qu'il est nécessaire de pouvoir prévoir des établissements pour des personnes qui ne sont pas capables d'être encore autonomes, et aussi des services d'accompagnement à domicile, des plateformes de services, on en parlait tout à l'heure, de SAMSA, de SAVS, pour pouvoir accompagner avec un dosage suivant là où en est la personne. Absolument. Parce qu'il y a un moment où elle va très mal, et puis un moment où elle se rétablit, elle se stabilise, elle a juste besoin d'un accompagnement ponctuel ou un peu plus fréquent de temps en temps. Et c'est là où est notre rôle de pouvoir répondre aux besoins. Mais alors c'est là la difficulté aussi, parce que ce qu'on disait, c'est très difficile d'appréhender le nombre de malades psychiques et puis la façon d'y répondre, mais voilà, c'est un enjeu. Et dans les Yvelines, c'est vraiment un retard qu'on a l'intention de rattraper. Là, on a mis un focus sur le handicap psychique en mettant en place des places de SAVS et de SAMSA, justement, avec l'ARS. Et puis, en permettant la création, avec le département du 92, d'un établissement interdépartemental pour ces personnes-là, pour éviter de les envoyer en Belgique. On en parlait tout à l'heure, du scandale des personnes envoyées en Belgique. Rien que dans les Yvelines, nous, on en a 160 qui sont hébergés en Belgique. C'est scandaleux. Il faut qu'on puisse les accueillir chez nous dans des conditions qui correspondent à ce dont elles ont besoin. C'est le rôle des élus. Vous devez être l'interface entre les besoins exprimés par les patients, par les familles, par les professionnels, et puis la technostructure de l'État et des collectivités territoriales, et montrer vos capacités d'innovation. Bon courage. Non, mais je dirais, c'est une feuille de route, non? C'est comme ça qu'on dit? Alors, oui, mais c'est vrai qu'on a besoin d'être innovant. Et je pense que les contraintes budgétaires auxquelles on est confrontés aujourd'hui, auxquelles les départements et les communes sont confrontés, nous poussent à l'innovation. Ça pousse à plus de cohérence. Ça oblige à être ça plus pousse intelligent. à plus de cohérence, plus d'efficacité, d'efficience, et puis aussi plus d'innovation. On est obligé de chercher des solutions alternatives parce qu'on n'y arrive plus. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vrai que le coût du handicap, la perte d'autonomie pour les personnes âgées, pour les départements, c'est quoi, 70% des dépenses? On n'est pas loin, ça dépend. Le handicap est plus important que, mais en tout, le vieillissement de la population. Mais c'est le plus gros budget de fonctionnement du département, la compensation du handicap. J'ai l'impression que l'innovation aussi, elle est beaucoup poussée par la diminution des budgets. Bien sûr. Oui. Et elle est portée par les associations, par les structures qui sont imaginatives pour pouvoir proposer des réponses aux personnes qui suivent. Ça a été évoqué tout à l'heure, cette question de finalement... les cadres administratifs qui sont forcément rigides, ou les normes que vous évoquiez tout à l'heure, et qui correspondent à des financements fléchés. Voilà, on a tel type de structure où le prix de journée est de 100 €, puis tel autre où il est de 50 €, et puis c'est pas le même type d'accompagnement. Et l'administration centrale ou l'ARS, elle est finalement obligée de définir
un type de prise en charge, un certain nombre de moyens, des financements qui vont avec. Ça, c'est une première chose. Voilà, une fois qu'on est arrivé, qu'on a stabilisé les choses. Mais avant, il y a tout le foisonnement des associations qui inventent en permanence des solutions adaptées, des idées pour combler les fossés entre tel ou tel moment, tel ou tel patient, tel ou tel... et qui produisent de l'innovation. Et c'est à nous, élus, de les accompagner jusqu'à ce qu'elles deviennent suffisamment reconnues, ou pas, et à ce moment-là, on laisse tomber, pour que ça rentre dans un cadre. Et à ce moment-là, forcément, ça se rigidifie. Mais entre cette innovation portée très largement par les associations ou les fondations, et puis leur solidification dans les normes administratives et les financements administratifs, il y a forcément un aller-retour qui doit se faire. Moi, je voudrais revenir sur un dernier point à propos du rôle des collectivités, qui est le formidable développement des conseils locaux en santé mentale, où enfin, on s'est rendu compte, ça existe depuis 15 ans, mais en tout cas maintenant c'est inscrit dans la loi depuis 3 mois, que lorsque les élus responsables du bien-être de la population, les psychiatres de service public responsables de la santé mentale de la population, un même territoire, et les usagers et leurs familles se mettent ensemble autour de la table, eh ben, on arrive à résoudre un certain nombre de problèmes, en particulier ceux du logement, tous ceux qu'on a évoqués. Et ça, c'est une nouvelle manière de faire où le malade psychiatrique n'est pas relégué dans un coin ou renvoyé à l'hôpital, mais bien mis comme, encore une fois, un des citoyens qui a les mêmes droits et auxquels on doit apporter la même considération et les mêmes services. Avec la nécessité toujours d'être là, à l'écoute, tôt. C'est ce qui parce que, bon, ça coûte cher quand c'est tard, et deux, il y a cette espèce de couteau suisse aberrant français qui s'appelle les urgences, auquel on amène tout le monde. Et la réponse, par définition, ce que j'ai cru comprendre, elle peut être que mauvaise, puisqu'il faut du temps pour comprendre la situation de l'autre, et que par définition, là on sera d'accord sur le vocabulaire, dans l'urgence, il y a la notion de temps, mais dans l'autre sens, il faut faire plus vite. Donc... Alors les urgences, c'est un problème qui est un peu compliqué quand même, malgré tout. Je sais que moi, en tant que professionnel, c'est pas forcément simple. Mais moi, dans le domaine de la santé mentale, malgré tout, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits pour l'intrication des prises en charge psychiatriques au sein des urgences. Et en fait, il faut véritablement, il y a 2 temps différents. Je veux dire, le temps d'une crise aiguë, d'un trouble psychiatrique, et souvent pas le temps d'une urgence médico-chirurgicale. Et il faut arriver à monter des équipes, ce qu'on arrive à faire. On a pu monter ça, mais il y a pas mal d'endroits il y a beaucoup d'endroits où ça existe, où en fait, il y a une zone intermédiaire qui peut se créer, où on peut vraiment traiter les problèmes. Et l'intérêt, c'est qu'on centralise les choses. Après, tout à l'heure, a été dit, oui, c'est aberrant qu'on puisse pas envoyer un patient pour lequel il y a eu un accord d'un hôpital, etc. C'est un problème qu'on rencontre partout, sauf que ça fait référence à des modalités d'organisation des hôpitaux et à la permanence des soins et à un certain nombre de choses de ces ordres-là, pour lesquelles, s'il y avait des solutions simples, ça ferait longtemps qu'on les aurait mises en œuvre. C'est des problèmes assez complexes dans lesquels ce n'est pas très intéressant de rentrer, mais en tout cas, dans l'attente, les urgences, je pense qu'on a plus intérêt à penser comment améliorer le fonctionnement des urgences et la fluidité de ce dispositif, plutôt que de penser qu'on va faire autrement. Je pense que parce qu'on ne se donne pas les moyens de faire autrement. Ce ne serait pas compliqué de régler le problème de la démographie médicale en France par des mesures obligatoires. Je veux dire, mais qui va faire un truc comme ça? Je veux dire, personne. Donc en fait, c'est pas compliqué. Ça se fait dans plein de pays. L'installation obligatoire dans des zones pour des périodes de temps, ça se fait dans plein de pays parfaitement démocratiques. Mais en France, pour de multiples raisons historiques, je veux dire, je serai à la retraite depuis longtemps, les enfants seront à la retraite, peut-être mes petits-enfants, que ça ne sera pas fait. Je veux dire, c'est comme ça. Oui, c'est fait pour les infirmières, c'est fait pour les pharmaciens. Pour autant, donc il n'y a pas de raison il y a de nombreux... ça ne se fasse pas pour les médecins. Mais il y a de multiples raisons, sinon ça devrait déjà être fait. Donc la question n'est pas là. Donc c'est simplement pour dire, on ne va pas rentrer dans... C'est un débat, je veux dire, qui a plein de tenants et aboutissants. Je pense quand même que malgré tout, on a plus intérêt... collectivement, et c'est valable pour tout le monde, à travailler avec les dispositifs d'urgence existants, à les améliorer pour que l'intégration de la prise en charge psychiatrique dans ces dispositifs-là existe, plutôt que de dire ça ne marche pas, il faut faire autrement. C'est vraiment un point de vue, moi je vais dans ce sens-là, parce que je veux dire, faire autrement, on n'y arrive pas avec la même qualité. C'est aussi ça dont il s'agit. On a besoin, par exemple, je veux dire, face à des situations, on a parlé beaucoup de soins somatiques. La réalité, c'est que
Si vous avez une maladie psychiatrique de n'importe quelle nature, je ne parle pas seulement de schizophrénie, et que vous avez une maladie angineuse, une angine de poitrine, un risque d'infarctus, si vous allez aux urgences, vous avez à peu près, ça a été d'études répliquées en Angleterre, alors c'est pas en France, donc probablement qu'on est meilleur, en Angleterre, en Australie ou en Allemagne, vous avez 2,5 moins de chances de vous faire poser un stent, toute maladie que si vous n'avez pas de maladie psychiatrique, identifiée aux urgences. Et je parle de maladie psychiatrique, vous êtes juste déprimé ou juste anxieux. Je ne parle pas de... Donc ça veut dire qu'il y a un dispositif dans lequel, si on ne prend pas en compte, les gens ne sont pas soignés. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, dans les hôpitaux psychiatriques, il n'y a pas de plateau technique. L'espérance de vie des malades, des gens qui ont des pathologies psychiatriques, elle est de 15 ans moindre. Elle n'a pas changé depuis 25 ans. Si vous avez souffert de schizophrénie, vous mourrez 15 ans avant. 15 ans avant. Et on disait oui, c'est suicide. C'est pas vrai, c'est pour les maladies cardiovasculaires. Donc il faut faire passer les gens dans des contextes somatiques, il faut utiliser ça. Donc il faut améliorer ça. Il ne faut pas que les urgences, ça soit des foires d'empoigne et qu'on puisse aménager les choses par rapport aux problématiques psychiatriques. Ça, c'est un vrai enjeu. Mais les patients psychiatriques ont besoin d'être soignés dans des dispositifs médico-chirurgicaux de bonne qualité, comme tout le monde, comme n'importe quel citoyen. Je veux dire, c'est important. Et ça, c'est vraiment... Donc, dès qu'on dit on va faire un truc d'exception, on sort les gens d'un dispositif et on diminue leurs chances. Moi, je ne suis pas pour diminuer les chances des gens délibérément. Des fois, on le fait, on ne s'en rend pas compte. Quand on le sait, ce n'est pas acceptable. Je dirais ça, c'est des aspects de responsabilité. Donc, je suis assez... Moi, Dieu sait que je me dispute avec mes collègues des urgences régulièrement, mais malgré tout, je pense qu'il faut plutôt les soutenir, se disputer au quotidien, oui, ça fait plaisir, mais pour l'organisation, je pense qu'il faut les soutenir. Il y avait un vrai enjeu, et pour les pathologies psychiatriques, c'est un enjeu essentiel. Je veux dire, c'est vraiment un enjeu vital pour les gens, pour les individus. C'est pas juste un truc de se dire c'est bien, c'est pas bien. C'est essentiel. Moi, je suis vraiment très convaincu de ça, comme vous le voyez. Absolument. On a beaucoup parlé aussi du logement, de la nécessité. Voilà, alors ça, c'est parfois, souvent, de l'absence d'offres par rapport à la demande. Et demain, on va parler du travail. C'est-à-dire que, effectivement, quand on parle de souffrance psychique, effectivement, le logement et le travail sont incontournables. Je ne sais pas comment les psychiatres, de leur côté, peuvent... faire le travail qu'ils font et ensuite vous vous retrouvez à la rue, vous n'avez pas de logement, vous ne travaillez pas, etc. Tout ça doit être mis en cohérence. Donc voilà, alors c'est difficile, une fois qu'on a dit ça, on dit on fait quoi? Et là, il y a de multiples métiers, il y a certainement de la bonne volonté, c'est ce qu'on a dit. Alors, on verra davantage le travail demain, ce qui peut être fait justement dans cet accompagnement, mais est-ce que vous pouvez... alors, je vous vois bouger, donc parce que vous avez certainement quelque chose à dire. Non, on ne va pas vous accuser de ne pas construire assez de logements. Je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? J'ai trouvé l'initiative d'abord de Alison tout à l'heure qu'on a entendue. Oui. Et son témoignage sur un chez-soi d'abord, je trouve que c'est une excellente initiative. Alors c'est expérimental. 80% de réussite, c'est ce qu'elle disait. Oui, c'est vraiment primordial. 30% de SDF atteints de maladies psychiques. On voit bien qu'il y a un vrai problème de logement pour ces personnes-là. Je crois que les élus locaux ont une part à jouer. Il y a aussi les associations qui ont aujourd'hui la possibilité de créer des résidences accueil pour accueillir des personnes handicapées qui ont une certaine autonomie mais qui ont besoin d'être accompagnées au quotidien. On voit des innovations d'appartements dans la ville diffus avec des accompagnements aussi. On voit apparaître des solutions alternatives pour le logement. Ça c'est vraiment un enjeu majeur, je pense, des années à venir, si on veut vraiment prendre en compte les personnes handicapées, psychiques ou mentales. Les personnes autistes ont les mêmes problèmes. Il y a un vrai enjeu là. Il y a un vrai enjeu. Il ne faut pas qu'on reste dans l'expérimental, il faut qu'on développe. Les résidences accueil sont une excellente alternative. Sur la question du logement, le nombre de colloques, séminaires sur psychiatrie et habitat depuis quelques années est impressionnant et montre que c'est une question dont on commence à prendre véritablement la mesure. Avant, on laissait les gens à l'hôpital psychiatrique et on ne se posait pas la question de savoir où ils allaient habiter. Aujourd'hui, la place des malades, ce n'est pas l'hôpital psychiatrique,
sauf quand ils vont très mal et qu'ils ont besoin de l'hôpital. La plupart du temps, ils doivent vivre dans la cité comme tout le monde, encore une fois. Il y a donc le dispositif Housing First, un chez soi d'abord, qui a fait la preuve de son efficacité et qui va être généralisé, donc qui est plus vraiment expérimental. Il y a d'autres dispositifs. Il y a par exemple le dispositif qui est porté en région parisienne par l'association Aurore, où une équipe de psychologues, essentiellement psychologues et travailleurs sociaux, intervient à la demande des bailleurs lorsqu'il y a une personne en difficulté avec des troubles psychiques qui est menacée d'expulsion, qui pose des problèmes à l'ensemble de l'immeuble. Et cette équipe donc intervient, encore une fois, à la demande des bailleurs pour essayer de trouver des solutions, faire le lien avec le service, avec la psychiatrie, avec les structures ambulatoires, etc. Donc voilà quelque chose qui se met en place. Ça a 2 ou 3 ans maintenant, mais ça existe. Et puis il y a encore une fois les conseils locaux de santé mentale, et dans quasiment tous les conseils locaux de santé mentale, il y a, et c'est souvent le point de départ, quelque chose qu'on appelle cellule de crise, cellule de résolution des situations complexes, quel que soit le nom qu'on lui donne. En gros, la question tourne essentiellement autour des questions de troubles du voisinage, de maintien dans le logement, pour des raisons, encore une fois, de troubles du voisinage, mais aussi pour des raisons sociales, pour des raisons de rupture de soins, pour des raisons... Et partout, dans toutes les villes où ça a été mis en place, ça a fait la preuve de son efficacité pour maintenir les personnes dans leur domicile, ou les changer de domicile, ou mettre en place un accompagnement qui permette le recours aux soins, l'accompagnement médico-social, l'accompagnement social et donc le maintien dans le domicile. Bref, tout ça, ça existe, ça doit être développé. Il n'y a plus qu'à faire, on sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire faire ensemble, faire le plus tôt possible. Juste un mot à propos des urgences. Moi, j'ai été pendant 15 ans chef du service des urgences de l'hôpital de Nanterre. J'affirme même que chaque fois qu'on a recours aux urgences, c'est qu'il y a un échec de l'organisation d'amont. C'est qu'il y a un échec de la prévention. Quand quelqu'un vient avec un infarctus du myocarde, c'est qu'il est mal suivi. Quand quelqu'un vient en situation de crise, de troubles psychiatriques, c'est qu'il y a une rupture de traitement, ou qu'il n'y a pas de traitement, ou qu'il y a un événement intercurrent qui n'a pas été anticipé. Et là encore, les cellules de crise, de veille, de résolution des situations complexes des CLSM permettent d'être en veille et donc d'être en prévention, de faire de la prévention, de faire en sorte que les malades soient effectivement suivis, pas simplement par les psychiatres qui, même s'ils sont plus nombreux qu'ailleurs, mais on sait bien qu'ils sont tous boulevard Saint-Germain à Paris, majoritairement, et que dans les secteurs de psychiatrie de la Creuse, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc c'est vraiment une question de contrainte, voilà, un autre débat, mais c'est un vrai débat. Les urgences, lorsqu'on peut intervenir en prévention, on n'a plus d'urgence. Ouais. Et juste un exemple pour une autre population qui est les EHPAD, les personnes qui sont dans les EHPAD, personnes âgées dépendantes. On avait une convention du service des urgences avec 18 EHPAD et on a réduit le nombre de personnes âgées qui venaient aux urgences. L'objectif d'un service d'urgence, ça devrait être de disparaître et pas d'augmenter sans cesse son activité. Or, les financements font qu'on a intérêt, ça je vous le dis aussi, à augmenter son activité le plus possible. Mais ça, c'est... Votre voisin est un peu sceptique, mais bon, je veux dire, non, mais c'est un autre débat, c'est pas le truc. C'est Saint-Germain-des-Prés. Juste un commentaire sur Housing First. Un commentaire sur Housing First, donc le toit d'abord. Donc un logement d'abord. Un élément qui est important, c'est que malgré tout, c'est un dispositif dont les résultats, il y a un travail expérimental, scientifique mené, les résultats ne sont pas encore avérés. Et donc, en fait, c'est quand même un élément important parce que ça sera permettra de justifier véritablement, sur la base de données recueillies pour cet objectif-là, l'efficacité. Mais deuxièmement, ça implique un changement de point de vue de la part des médecins. C'est-à-dire que ce qui a été dit, ce qui est très important, c'est qu'on a tendance à penser séquentiel. On règle un problème, on passe à un autre problème. C'est comme ça qu'on a appris à travailler. Or, en fait, dans une logique comme ça, on ne considère pas que la problématique du travail, du logement, mais du travail, c'est la même chose, ne peut être envisagée qu'après la résolution complète et absolue des symptômes.
Parce que c'est comme ça qu'on a appris à travailler. Moi, j'ai appris à travailler comme ça. Sauf que il y a beaucoup de situations dans lesquelles ça peut être pertinent, mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut absolument améliorer les gens, comme il a été dit, simplement, en les mettant dans un contexte, je veux dire, d'avoir un logement, des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est vraiment, il faut modifier le regard des professionnels, les stratégies des professionnels, leur représentation. Et ça, c'est pas très simple, parce que ça veut dire aussi, on a beau dire et beau faire, ça a été évoqué, le milieu médical et paramédical a une position paternaliste vis-à-vis des patients, c'est pas nouveau, on a été éduqués aussi comme ça. Et en fait, on a beau faire des efforts, on reste assis sur notre savoir. Et il faut arriver à admettre que une partie des capacités du sujet n'a rien à voir avec nous et que si on les met dans les situations de les exprimer, les exprimons. Et ça demande d'être capable de lâcher un peu les choses, ce qui n'est pas très simple. Et je pense qu'il y a vraiment une vraie modification du regard des professionnels qui explique la difficulté à mettre en œuvre ces stratégies qui sont extrêmement importantes. Et je pense qu'il y a vraiment du travail à faire. D'accord. Non, voilà, le consensus. Ah oui, d'abord sur nous. C'est ce que je dis, oui. C'est ça dont il s'agit. Je crois qu'on peut conclure parce qu'on a bien compris quels étaient les problèmes, comment ils étaient identifiés et comment ils pouvaient être améliorés. Reste à trouver bien évidemment des solutions, mais en tout cas, à force de mettre en place des événements comme celui-ci, je pense qu'il n'y a pas que le regard des professionnels, il y a aussi le regard de l'État qui peut changer, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, n'est-ce pas, pour que les choses puissent s'améliorer, puisqu'on a bien compris que la solution, on devait la construire tous ensemble et que il faut faire bouger les choses pour qu'elles bougent. Hein. C'est un peu un truisme, mais sinon, ça ne bouge pas beaucoup, hein, quel que soit l'endroit. Voilà. Bon, merci de vous être tous secoués. Et puis, on se voit demain pour la 3e journée, travailler avec un problème de santé mentale. Et on se retrouve à 9h30 pour la première table ronde. En tout cas, merci, on peut les applaudir.